L'invité de Smart Impact, c'est Simon Lenné. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes le fondateur, directeur de Plateau Urbain et vous êtes parti d'un constat quand vous avez créé, c'était en 2013, c'est ça, Plateau Exactement. Urbain. Constat de la quantité de bureaux vides en Ile-de-France. On va voir le chiffre d'aujourd'hui, chiffre à la fin 2025, 6,2 millions de mètres carrés d'immobilier tertiaire vide en Ile-de-France. Je crois que c'est un record historique. Comment vous l'expliquez? On est sur quelle tendance là? Alors, le marché immobilier fonctionne avec des cycles. Donc, vous avez une première crise en 1994, avec une première crise de surproduction. Et vous avez une deuxième crise en 2006. Et là, on est sur la troisième crise du marché tertiaire. Ouais. Et en 2013, quand on a créé Plateau Urbain, il y avait déjà 3,6 millions de mètres carrés vacants. Il faut savoir que l'Île-de-France... 6,2 millions, donc en une douzaine d'années. On a réussi à passer de 45 millions de mètres carrés de bureaux en Île-de-France à 55 millions en 10 ans. En fait, c'est le plus gros marché tertiaire d'Europe. Donc on est devant Londres, devant Francfort. Donc avant, quand le pourcentage ne paraissait pas si élevé, ça fait quand même beaucoup d'immeubles. Donc notre baseline de l'époque, c'était 44 tours Montparnasse, vides, alignés. Là, on est à 66. Ça représente 66 tours Montparnasse, d'accord, ces bureaux vides. Alors, quelques questions sur Plateau Urbain. Déjà, c'est une coopérative, c'est ça? Comment vous fonctionnez? Alors, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, ça veut dire qu'il y a une dissociation entre le capital détenu et le pouvoir de vote. Donc, on a plusieurs collèges. On a le collège des salariés, le collège des investisseurs, le collège des partenaires, le collège des utilisateurs, le collège des experts. Et en fait, à l'Assemblée générale, il y a une pondération du collège de vote qui permet d'avoir une répartition du pouvoir en fonction de la typologie de bénéficiaires et d'acteurs de la société coopérative. Et donc votre objectif, c'est quoi? C'est d'occuper temporairement, c'est ça, ces bureaux vides? On a réussi à trouver une sorte de glitch dans le système capitaliste immobilier, c'est-à-dire que ce temps entre le début d'un chantier ou cette vacance structurelle, où en fait l'immeuble ne trouve pas de locataire, on aide soit à accompagner ce temps-là, donc en attente de permis de construire, soit à accompagner le lancement d'un nouvel immeuble, et on arrive à le négocier sans loyer. Donc notre but, en fait, c'est d'avoir des espaces-temps et des espaces qui sont hors marché, avec du coup une redevance qui va couvrir les charges, et s'adresser en fait à des acteurs qui sont exclus de la ville classique. Alors, qui va ensuite occuper ces espaces, justement? En 2016, on a lancé une plateforme. C'était l'époque des plateformes web. Et on a 13 000 personnes qui sont inscrites dessus. Et ça va être des indépendants, des associations, des artistes qui cherchent plutôt des petites surfaces, entre 15 et 20 mètres carrés. Et la vacance structurelle en Ile-de-France, c'est plutôt des immeubles de 5 000. Donc en fait, notre métier, c'est de faire le lien entre la demande de toute petite surface et la vacance de très grandes surfaces. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut y faire des travaux, par exemple? Alors on peut recloisonner quand c'est des plateaux nus. Nous, on va plutôt essayer de conserver l'usage principal, donc c'est du travail, on va faire du travail dedans, et de faire le lien. Mais en fait, c'est pas forcément intéressant pour des gestionnaires traditionnels immobiliers d'avoir 250 contrats sur un immeuble. On préfère pour de la lisibilité et de la facilité plutôt avoir une grande entreprise qui va prendre 500 mètres carrés qu'avoir 200 petites structures qui prennent la location. Je veux bien qu'on remonte à 2013, peut-être que vous nous racontiez un peu le premier ou les premiers projets développés, et puis surtout, comment on vous a accueillis, quoi. Est-ce qu'on vous a regardé un peu comme, bon, il est bien gentil, mais un peu comme un extraterrestre avec cette idée-là? Moi, je suis urbaniste de formation, je fais des études de géographie, et j'ai été diplômé pendant la crise, donc j'ai pas trouvé de travail directement en urbanisme, et je suis parti dans l'immobilier, et j'étais analyste de marché pendant 3 ans. Et du coup, j'étais licencié économiquement, ce qui arrive. Et là, je me suis dit, peut-être qu'il y a quelque chose à faire sur ces nombreux immeubles de bureaux que j'étudiais. Donc, j'ai appelé mes camarades de promotion, on a créé une association, et pendant 2 ans, c'était un peu avec le bâton de pèlerin, mais je savais où aller prêcher la parole. Donc, oui, on me regardait en me disant, bah, en fait, on a déjà essayé l'occupation temporaire, les gens vont pas partir à la fin. Donc, on a eu beaucoup d'étapes avec mes camarades qui étaient de convaincre que les gens allaient bien partir à la fin et qu'on pouvait recréer un cycle de confiance. Et on a eu une chance vraiment très forte, c'est qu'on a rencontré l'association Aurore, qui existe depuis 1871, qui est une grande dame de la solidarité à Paris, et qui fait de l'hébergement d'urgence. Et en fait, on nous a dit, bah, on est en train de récupérer un énorme hôpital dans le 14e arrondissement, l'hôpital Saint-Vincent-de-Paul, qui venait d'être vidé. On va installer des places d'hébergement d'urgence et on aimerait bien qu'il y ait de l'activité à côté.
Et il y avait une autre association qui s'appelle Yes Camp qui devait l'ouvrir au public. Donc au moment où on avait... Il y avait un premier projet là sur lequel tester le système, gros projet. On avait fait des petits avant, mais c'est même pas la peine d'en parler. Mais là, ce gros projet, 3,4 hectares dans Paris, 600 personnes hébergées, 250 structures, ça nous a permis ensuite de faire passer les privés, les politiques, dans quelque chose qui était vraiment très concret. Donc on a eu la chance d'avoir en gros notre démonstrateur, mais à une échelle qu'on n'a pas encore refaite, et qui nous permettait de prouver aux gens que ça fonctionne. Alors il y a eu d'autres projets emblématiques, les arches citoyennes, les grands voisins. Alors de quoi on parle? Peut-être les arches citoyennes pour commencer. Alors les arches citoyennes, c'est l'ancien siège de la PHP. Et du coup, depuis les années... depuis l'ancien mandat, en fait, on fait des concours plutôt de programmation sur des immeubles de bureaux. Et donc là, il y a eu un concours de promotion immobilière pour transformer cet ancien siège. Et on est rentré dans le concours avec BNP, Paribas, Apsis et RATP Solutions Ville. Et on a proposé de faire une préfiguration, donc c'est-à-dire de raconter, sous la forme un peu d'une bande-annonce, mais en réel, ce qui allait se passer ensuite. Donc c'était 35 000 m² en face de l'hôtel de ville, 495 structures, un nombre incroyable d'événements. Et on a pu mener ce projet-là pendant 2 ans et demi. Et là, on a rendu les clés en décembre, parce qu'il faut savoir partir. Oui, alors ça ne doit pas être si facile d'ailleurs. Il y a une méthodologie en fait. On sait maintenant du coup annoncer à l'avance quand est-ce que va finir l'occupation, et on est persuadé qu'en fait ces temps-là où la confiance a été recréée, ils sont précieux parce que c'est un peu les seuls poumons de respiration en dehors des lois du marché pour pouvoir avoir des espaces abordables et pouvoir créer en ville. Et avoir par exemple un atelier à 252 € par mois avec vue sur la Seine, c'est incroyable de pouvoir faire ça. Et ça permet aussi de redonner de la centralité à des personnes qui sont exclues par en gros juste les lois du marché qui vont définir à quel prix le mètre carré est à tel endroit. Et nous, on fonctionne en dehors. C'est-à-dire qu'en gros, le prix qu'on va proposer couvre les charges du projet. Il est déconnecté en fait de la situation. Donc là, on permet en fait de redonner de l'accessibilité, de redonner de la centralité et de proposer à des gens de pouvoir créer, mais en plein cœur de la métropole. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et alors, c'est beaucoup de créateurs d'entreprises, c'est ça, qui viennent, ou c'est des entreprises déjà existantes, des toutes petites entreprises, c'est des personnes seules, c'est quoi un peu si on doit décrire, je sais pas s'il y a un portrait robot, mais si on... Alors moi, je suis un enfant de la mixité. J'ai grandi en banlieue. J'ai eu des études d'urbanisme, on nous a vendu qu'il fallait de la mixité. Donc en gros, on n'est pas un incubateur, on n'a pas une direction artistique forte, donc on fait un mix. Donc on va avoir beaucoup de personnes qui en fait travaillaient de chez eux. Là, on a fait une étude qui nous montre aussi qu'on a pas mal on n'a pas tant de créateurs, mais on a plutôt des indépendants qui étaient chez eux sur la partie entrepreneuriale. Sur la partie associative, on a pas mal d'associations assez structurées qui ont plus de 5 ans, où là, on leur propose que leur subvention aille dans leur action et pas dans un loyer. Donc en fait, on démultiplie en fait l'action des associations. Et sur la partie artistique, on a un peu tout le monde. Et c'est ce mix-là, un peu un tiers, qui crée en fait des lieux qui sont un peu inédits, et avec une programmation qui est juste où le but c'est que les gens s'entendent bien et aient envie de partager une expérience ensemble et découvrent d'autres métiers. Et ça, je trouve ça hyper intéressant. Est-ce que vous faites aussi de l'hébergement, ou est-ce que vous dites bah non, il y a suffisamment d'associations qui s'en occupent, c'est pas trop notre job? Alors l'hébergement, on le fait en partenariat. Donc on est en partenariat avec l'Armée du Salut à Lyon, Notre-Dame des Sans-Abris. On a des partenariats avec Caritas, avec l'association Aurore. Donc c'est un métier quand même qui est spécifique. En fait, l'hébergement d'urgence, c'est une compétence de l'État qui est déléguée à des associations spécialisées. Donc là, on va travailler avec elles. Mais aujourd'hui, on a beaucoup de mal quand même, depuis 4 ans, à réouvrir des lieux mixtes. Il faut vous dire, les Grands Voisins, c'était 600 places d'hébergement d'urgence. On avait ouvert un autre projet, on avait 400 places dans le 16e qui s'appelait la caserne Exelmans, qui était c'était le projet des 5 toits. Et en fait, s'il y avait une volonté politique, on aurait pu ne plus avoir de sans-abrisme à Paris, avec 6 projets comme on pouvait le mettre. Et il y a un moment où en fait, la machine s'est un peu grippée. Et du coup, on n'a plus les autorisations de pouvoir ouvrir dans Paris ces places d'hébergement. Et il y a un vrai problème aujourd'hui là-dessus. C'est-à-dire, on a la solution pour faire que les lieux d'hébergement soient des lieux sympathiques, soient un peu des plateformes d'engagement citoyen de proximité, que les gens se rendent compte qu'il n'y a pas une différence très forte, c'est juste des personnes qui ont eu des parcours de vie compliqués. Et là, on est vraiment bloqué là-dessus. Comment vous l'expliquez? Parce que ce que je comprends, c'est qu'il y a toujours la place, quoi. Avec un système comme le vôtre, enfin, c'est pas si simple, hein, mais qu'on peut trouver la place. Il y a un manque de volonté politique, clairement. Tout simplement. Bon, et ça coûte pas si cher. C'est à la fois simple et désespérant, quoi. Voilà, c'est pas si cher, c'est pas si compliqué. On a la solution, mais faut avoir envie de prendre les valeurs de l'accueil inconditionnel, quoi.
Dernier mot, vous avez cité Lyon. Il y a d'autres villes dans lesquelles vous... donc il y a la région Île-de-France, évidemment. Il y a d'autres villes dans lesquelles vous travaillez? On est présent à Bordeaux, en partenariat avec un aménageur public qui est aussi bailleur social, qui s'appelle Aquitanis. On avait un lieu à Marseille qui s'appelle Coco Velten. Et là, on va peut-être ouvrir des espaces à Montpellier. Et notre action, elle est très forte plutôt dans les métropoles et dans les villes denses, où vraiment il y a un problème d'accessibilité. Et pour tous les autres territoires, on a un service de conseil, où là c'est plus des urbanistes, où là on va accompagner les collectivités ou les privés dans la faisabilité d'une occupation temporaire. Est-ce que le bâtiment est adapté? Est-ce que ça vaut vraiment le coup pour un temps court ou plus ou moins long d'investir dedans? Ou on va accompagner les décideurs politiques pour utiliser le foncier public et savoir quoi mettre sur chaque terrain. Mais là on est vraiment en conseil, et nous on a une vision de l'occupation temporaire, c'est les bâtiments vacants doivent avoir une finalité sociale, parce qu'en fait, il n'y a plus de place pour avoir un immobilier social, et c'est un peu ce que je vous disais, l'espèce de glitch qu'on a trouvé, mais il y a d'autres manières de faire. Et quand on est en conseil, on peut dire aussi, là, c'est bien pour faire de l'agriculture urbaine, c'est bien pour faire un projet plutôt expérimental. Il y a plein d'autres solutions. En fait, c'est pas une solution en soi, l'urbanisme transitoire, c'est un nouvel outil qui est au service de la ville, et dans lequel on a su influencer pour que ça redevienne un peu systématique, voire obligatoire. Et en fait, on parle de gaspillage. Donc il y a des bâtiments qui sont là, le gardiennet c'est un gaspillage, et il faut qu'on arrête de construire, on a trop construit, il faut arrêter de consommer de la matière, donc là il faut qu'on intensifie l'usage des bâtiments. Merci. On est là pour ça. Merci beaucoup Simon Lenné, à bientôt sur Be Smart for Change. On passe à notre débat, un label RSE pour les métiers du droit et du chiffre.